Alors, je voudrais saluer d'abord le remarquable exposé de François Constantine, que je rencontre pour la première fois. Voilà. Et ce que son exposé a de remarquable et qui est lié à l'exposé que je vais faire, c'est que justement, François Piètre, je connaissais son existence, mais je n'étais pas du tout un spécialiste, sa mémoire, son histoire a été refoulée. Et c'est significatif et typique de ce qui nous occupe aujourd'hui. Elle a été refoulée. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'il a été un petit peu, au début, dans les années 40, du côté des méchants de l'histoire, avec Vichy, etc., mais il a été refoulé surtout parce que, véritablement, il avait l'idée que Pascal Paoli n'était pas un adversaire viscéral de la France. Et ça, c'est insupportable pour ceux qui ont conquis le pouvoir culturel dans les années 75. Et donc, mon sujet, c'est le parallélisme, l'antagonisme, mais aussi peut-être la possibilité d'une, peut-être pas d'une entente, mais d'une compréhension mutuelle entre ce qu'a été le nationalisme français et ce qu'est en train de devenir le nationalisme corse. Pourquoi ces deux concepts, nationalisme français et nationalisme corse, ont un lien paradoxal? C'est que, et c'est là qu'est le paradoxe et finalement qu'est le nœud de notre débat, les Corses ont été véritablement des combattants d'avant-garde du nationalisme français pendant toute une époque, en particulier pendant l'époque coloniale. On n'y reviendra pas, ce sont des faits historiques. Je voudrais commencer par une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'avais 16 ans. J'étais aux Jeunesses communistes et j'avais des amis gauchistes, trotskistes, maoïstes, etc. C'était dans les années 76-77, à l'époque où l'extrême gauche était encore toute puissante dans les universités d'Aix-en-Provence, et j'habitais Aix-en-Provence. Pour la première fois de ma vie, j'ai été en contact avec ce qu'était le nationalisme corse, l'ébullition nationaliste corse de ces années-là. J'habite dans un village du Cap Corse qui s'appelle Canary, et j'étais allé avec un copain trotskiste avec qui nous disputions constamment sur Staline, Trotsky, Lénine, etc. Des débats qui paraissent totalement extravagants aujourd'hui. J'étais allé aux Journées internationales de Corté. Et j'avais été, c'était en 1976, j'avais été choqué par la violence des discours, notamment des indépendantistes corses, puisque le FLNC venait d'être créé. J'avais été un petit peu choqué, mais sans comprendre rien, parce que j'étais trop jeune, par les événements d'Aléria l'année précédente, où quand même il y a eu plusieurs morts, dont un CRS, je crois, abattu, voilà, avec des émeutes à Bastia. Donc c'était quelque chose qui avait traumatisé, entre guillemets, ma famille, qui est une famille corse, jacobine, traditionnelle, voilà, républicaine, très républicaine, jacobine républicaine du côté de mon père, qui était un magistrat, qui était plutôt adepte de Mendès France, plutôt gaulliste catholique du côté de ma mère. Donc vraiment un creuset jacobin classique. Pour nous, la notion d'indépendance ou de nationalisme corse, c'était extravagant. Et donc j'étais vierge sur ces questions-là, j'ai 16 ans, j'arrive aux Journées de Corté, et c'est des discours incendiaires qui me choquent profondément. Et mon copain trotskiste, qui est un très gentil garçon, mais pas très intelligent à mon avis, il est enthousiaste. Il trouve que ces discours ont une tonalité révolutionnaire extraordinaire. Lui, qui en tant que trotskiste nie l'existence de la nation, ni l'existence d'un peuple au sens où nous l'entendons nous, ni toutes ces notions, comme Trotsky, qui considérait que ces notions étaient ringardes, il est enthousiasmé, enflammé, ah vous êtes formidable, pourquoi ? Il s'en fichait complètement du nationalisme corse et du peuple, parce qu'il avait reconnu dans ce discours, dans cette vulgate, une violence et une haine à l'égard de l'État-nation français qui est le propre du trotskisme. Et moi qui étais un jeune communiste, qui me croyait communiste, qui était jacobin de tempérament, un peu stalinien, j'étais tout le temps en butte avec ces gens-là parce que ça me choquait, le trotskisme, l'idée qu'il n'y avait pas de peuple, pas de nation, au fond qu'il n'y a qu'une sorte de communauté internationale. Cette anecdote, je vous la raconte parce que j'ai découvert il y a 2-3 ans, et c'est le centre de mon intervention, que le dénommé Coquerel, qui est un ex-trotskiste de la Ligue communiste, Mélenchon vient lui d'une autre obédience lambertiste de l'organisation communiste, internationaliste, que Coquerel entretenait les meilleures relations du monde avec Corée Front. Donc j'ai retrouvé, vous voyez, plusieurs décennies plus tard, le même tropisme, la même perversion idéologique.
car c'est une perversion. C'est pas seulement une aberration, c'est une perversion. On choisit ses alliés uniquement en fonction de ses ennemis. L'ennemi du trotskisme et du gauchisme culturel d'une manière générale, c'est l'État, c'est la France, ce que représente pour eux la France, et donc ils sont les alliés de ceux qui veulent la déconstruire. Voilà. Et donc ça a été la base de ma prise de conscience. Entre l'âge de 16 ans où j'étais communiste, après j'ai complètement abandonné, ensuite je suis devenu gaulliste, séguiniste dans les années 90. J'ai écrit un livre avec un Corse que vous connaissez qui s'appelle Ange Mathieu Mésadry, et nous avons écrit un livre qui s'appelle La France décapitée. À l'époque, j'étais encore souverainiste au sens républicain gaulliste, j'étais encore dans la matrice jacobine. Pour moi, les nationalistes corses, c'était l'ennemi. Voilà, c'était des gens qui me choquaient profondément, c'était affectif, mais aussi parce que leur discours qui consistait à dire que nous, les Corses, nous avons été colonisés par la France, aujourd'hui, il n'y a plus un seul historien sérieux qui le soutient. Aucun historien sérieux ne peut considérer qu'il y a une parité historique, qu'il peut y avoir une parité historique entre l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie et la France. Donc, là où je veux en venir, c'est au fond, peu à peu, j'ai découvert qu'il y avait une question corse. Parce que quand j'étais adolescent, pour moi j'étais corse, je venais tous les étés dans le cas corse avec mes parents, mais la question ne se posait pas. Et j'ai éprouvé autour des années 74-75, alors que j'étais inconscient politiquement, que je n'étais pas mature, j'ai éprouvé pour la première fois une sorte de distance, de fossé qui se creusait entre les jeunes du village et nous, les jeunes de la diaspora, qui revenions. C'est-à-dire que j'ai idéalisé beaucoup la Corse, comme tous les enfants. J'ai vécu dans une sorte de paradis, mais aussi d'illusion. C'est-à-dire que je revenais d'Aix, de Marseille ou de Valenciennes, puisque mon père était magistrat à Valenciennes, chaque année. Et je retrouvais l'ambiance du village. Et je retrouvais les petits jeunes du village. Et il n'y avait pas de rupture entre nous. Et autour des années 75, j'ai ressenti une distance. Et ça correspond effectivement avec l'émergence d'un nationalisme corse particulier que j'ai pris en grippe jusqu'à la fin des années 90. Je me souviens, j'avais été très choqué par la réunion de Tralonc avec toutes ces armes invraisemblables, l'imbroglio avec Jean-Louis Debré. Ça m'avait affecté parce que je me disais, mais enfin ces gens, ils se sont appropriés l'idée de la Corse. Ils considèrent que la Corse, c'est eux, et nous, les gens de la diaspora aussi, eh bien, nous sommes finalement une pizoudache, c'est-à-dire nous sommes empissoudés, nous sommes plus de vrais Corses. Et peu à peu, ma réflexion a mûri, j'ai découvert mon républicanisme s'est un petit peu déconstruit, j'ai découvert des penseurs, des intellectuels du côté de la nouvelle droite ou aussi du côté de la tradition maurassienne. J'étais assez proche d'un philosophe qui s'appelle Pierre Boutan, dont vous avez dû entendre parler. J'ai découvert la pensée de Maurras, et sans être devenu maurassien, j'ai été frappé par la pertinence, la puissance d'un livre que Charles Maurras a écrit en 1901, qui s'appelle Antinéa, où il raconte tout son voyage autour de la Méditerranée, son périple en Grèce et son périple en Corse. Et la façon dont il décrit la Corse, ça m'a touché profondément. C'est-à-dire une Corse, c'est pas du tout un texte politique. Il décrit les paysages, il décrit les odeurs, il décrit ses émotions, ce qu'il ressent comme émotion, il décrit les femmes corses. Alors il y a peut-être quelques stéréotypes, mais c'est très puissant, c'est très beau, et d'une certaine manière, ça a résonné en moi parce que je me suis dit, au fond, mon imaginaire d'enfant, il est là. C'est comme ça que j'imaginais la Corse, une sorte de permanence. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai compris qu'il y avait une question corse et que la réponse jacobine n'était pas la bonne réponse. Et que la réponse nationaliste de gauche n'était non, évidemment pas la bonne réponse, et une réponse en plus complètement fondée sur un quiproquo et sur une escroquerie intellectuelle, tout simplement parce que ce que les nationalistes corses de gauche, qui viennent pour beaucoup, leur chef, très souvent de ce qu'on appelle l'extrême droite, que ce soit Poggioli, Battesti, tous ces gens-là, qui ont été à l'Occident ou au GUD dans les années 70 à Nice ou ailleurs, ils ont greffé l'idéologie anticoloniale sur une situation qui n'a rien à voir avec la situation coloniale, et en plus, alors qu'ils ont prétendu déconstruire le nationalisme jacobin, qu'ils ont accusé la France de tous les maux, ils ont reproduit le schéma jacobin assimilationniste
en nous expliquant, à partir des années 87, ce que nous explique très bien notre ami Nicolas dans son livre Le sursaut corse, l'idée de communauté de destin, c'est-à-dire, vous êtes là, donc vous êtes corse, c'est-à-dire l'illusion du droit du sol, telle que la République jacobine française la perpétue depuis tant d'années, et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la France est en train d'exploser, ou plutôt d'imploser, parce que cette illusion du droit du sol ne fonctionne plus. Elle a fonctionné avec des générations d'Européens, Espagnols, Portugais, Yougoslaves, tout ce que vous voulez, Polonais, qui se sont sentis devenir Français parce qu'ils l'ont désiré. Elle ne fonctionne plus aujourd'hui avec des franges de population, des communautés entières qui ont d'autres référents identitaires. Et celui que vous connaissez le mieux, eh bien sûr, c'est l'islam. Bon, donc voilà que les nationalistes corses greffent sur le problème corse tout ce qu'ils détestent de la France. L'idée d'une communauté de destin. Eux-mêmes, qui refusent d'être assimilés à la France, vont vous dire « Ah ben, quand il y a eu les émeutes à Lupin ou ailleurs, Talamone et Siméon sont allés voir les gens et ont dit « Mais vous êtes corse aussi ». Ils ont dit à des gens qui ne sont pas corse généalogiquement « Vous êtes corse ». Donc, j'en suis arrivé à l'idée qu'il y a une sorte de hiatus, de quiproquo incroyable entre le nationalisme français et le nationalisme corse, qui est une série de malentendus. Donc mon idée, et c'est l'idée que j'ai exploitée, que j'ai développée dans mon petit livre « France-Corse, je t'aime moi non plus », c'est qu'il faut revenir au bon sens, au sens commun. Certes, il y a des Corses d'adoption, certes, il y a des gens, j'en rencontre, qui se sentent Bastiais, qui aiment la Corse, et c'est bien pour nous, c'est très bien pour nous qu'il y ait des gens qui, en vivant à Bastia, se sentent devenir Bastiais, en vivant dans un village corse, se sentent devenir Corse. C'est très bien. Ça veut dire que nous sommes encore vivants. Voilà. Ça veut dire qu'il y a encore le désir. Et ça veut dire que la Corse, elle reste fascinante. Donc ça, c'est positif. Mais là où il faut combattre les nationalistes de gauche, prétendument de gauche, c'est-à-dire lorsqu'ils rayent, lorsqu'ils minimisent la question de l'origine et de la généalogie. Et ça, je l'ai ressenti dans mon village. J'ai le nom, il n'y a pas de plus corse que Paoli. Hein. Et j'ai ressenti un sentiment d'étrangeté, parfois un regard, non pas hostile, mais un regard qui me considérait comme un Corse de l'extérieur, venant de gens qui ne sont même pas Corses. Et j'ai connu dans mon village des gens qui se croient Corses parce qu'ils ont adhéré à Fais-moi Corsica. On a vu ces phénomènes partout. C'est des phénomènes universels. Vous savez, quand il y a eu le fascisme italien, on a découvert peu à peu que beaucoup de juifs italiens avaient adhéré au parti fasciste parce que comme ça, ils étaient considérés comme des Italiens comme les autres. Bon, c'est universel. Ces gens-là, je ne leur jette pas la pierre. Sauf s'ils me regardent, s'ils me considèrent moi comme pas vraiment corse, parce que je n'ai pas appris le corse à l'école, forcément. J'ai été sur le continent pendant 40 ans et que je ne le parle pas. Donc ça, c'est insupportable. Et je l'ai ressenti plusieurs fois violemment. Et je l'ai dit, vous ne décidez pas d'être corse. Et donc, aujourd'hui, les nationalistes, et c'est pour ça qu'ils sont tout à fait en phase avec le wokisme ambiant, qui est plus une mentalité qu'une idéologie, c'est que l'idéologie wokiste, c'est quoi? C'est l'idée qu'on se construit. C'est l'idée que tout est construit. Vous vous auto-construisez votre identité culturelle, votre personnalité, vous décidez comme ça, vous êtes corse. Voilà. J'ai encore quelqu'un avec qui j'ai parlé il y a 3 jours, quelqu'un de très gentil, qui me dit « Mais moi, je me considère comme corse, je n'ai pas voulu la vexer. » Mais tu peux te considérer ce que tu veux, tu ne l'es pas. Voilà. Et moi, j'aime la Bretagne. Qu'est-ce que je vais dire aux Bretons? Eh bien, je me considère comme breton. Donc aujourd'hui, vous avez cette mentalité très forte. C'est la reconstruction, l'autoconstruction de soi. Je pense que c'est une mentalité déplorable contre laquelle il faut lutter. Et les gens de la mairie de Bastia, parce qu'ils sont poreux, parce que ce ne sont pas des gens qui ont vraiment réfléchi à la question profonde du wokisme. C'est pour ça que l'initiative de Nicolas Battine, elle est je ne dirais pas salutaire, mais elle est vitale. Elle est vitale pour nous. Il faut arrêter cette tendance, qui est une tendance anglo-saxonne, qui considère que nous sommes notre propre sujet. Et donc j'ai écrit un livre il y a quelques mois, que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle France, race, sexe, identité, la France en procès, où je déconstruis cette idéologie de la déconstruction. Et ça nous concerne, nous, au premier chef, parce que c'est facile de dire tout le monde est corse en Corse. Mais est-ce que vous avez consulté les gens pour savoir s'ils avaient envie d'être corse dans la communauté de destin? Est-ce que moi, si je suis portugais ou marocain, j'ai envie forcément d'être corse? Non, pas forcément. Donc, de toute façon, c'est une idéologie fictive et démagogique. Démagogique, terriblement démagogique. Donc aujourd'hui, la France
subit une crise existentielle qui est peut-être la plus forte, non seulement depuis la guerre d'Algérie, mais depuis 1940. C'est-à-dire que si vous interrogez un jeune Français de souche, des milieux bobos, comme j'en ai dans ma famille ou dans ma parentèle, vous leur demandez, mais bon, qu'est-ce que c'est être français? Mais vous voyez une sorte de vide. C'est-à-dire pour eux, être français, c'est quelque chose, la question, ils ne se la posent même pas. Ils ne se la posent pas. Être français, ben, je ne sais pas, les droits de l'homme, c'est une sorte de match-mélo. Donc, l'initiative de Calabatini et de quelques autres, c'est de retrouver le sens commun. On est français, comme on est arménien, comme on est kurde, on est corse. C'est d'abord une réalité d'ordre généalogique. On ne décide pas d'être kurde ou arménien parce que ça nous plaît. On ne décide pas d'être corse parce qu'on trouve que les Corses sont sympas. On ne décide pas d'être français simplement parce que, voilà, parce que la carte vitale, c'est quand même essentiel. J'ai eu ça dans mon village quand il y a eu des grands débats sur les législatives et avant les européennes. Un petit jeune qui se croit nationaliste dit « mais moi, j'en ai rien à faire de la France, je veux être corse exclusivement, etc. » Et la personne, la même personne qui se considère elle comme corse alors qu'elle ne l'est pas, lui dit « oui, mais la carte vitale, tu y as pensé ?» Alors je lui dis « d'accord, mais si c'est le seul lien que vous avez avec la France, c'est la carte vitale, ben c'est pas étonnant qu'on nous compare aux Kanaks ou aux Guadeloupéens. Hein. Donc, ce que je veux dire, et c'est la pertinence de cette question du nationalisme français et du nationalisme corse, c'est qu'il y a eu une communauté de destin historique entre la Corse et la France. La question n'est pas de savoir, ça c'est le révisionnisme, si on a été colonisé ou pas, quels sont les torts de des Corses, quels sont les torts de la France. On le sait bien que la France a eu des tas de torts. La question n'est pas là. Est-ce qu'il y a eu une communauté de destin? La réponse est oui. Est-ce que les Corses, qui sont tout sauf des gens soumis, ont joué le jeu et été partie prenante de cette communauté de destin? La réponse est oui. S'il n'y aurait pas eu 12 000 ou 15 000 soldats corses tués en 14, il n'y aurait pas eu 20% de l'administration coloniale de gens qui venaient de l'île. Donc les Corses ont participé à cette aventure. Et donc considérer, comme Talamoni ou d'autres, qu'ils étaient des colonisés dans l'âme, c'est injurier tout un peuple. Parce que ça veut dire, au fond, vous êtes des pauvres manipulés, au fond, vous êtes des victimes, au fond, vous avez été pris comme ça dans un engrenage, et au fond, vous étiez conscient de rien. Et ça, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie woke aussi, c'est l'idéologie de gens comme Bourdieu, de gens comme ça, qui vous expliquent que vous faites partie des dominés, mais que vous ne le savez pas. En fait, vous êtes un dominé, mais vous ne le savez pas. Vous croyez que vous faites partie des dominants parce qu'on vous donne une petite, voilà, on vous donne une petite médaille. Alors, moi, je m'inscris en faux. Moi, j'ai un grand-père qui a eu un bras amputé à Verdun. On lui aurait dit qu'il n'était pas français. C'était invraisemblable. Vous amputez la mémoire des gens en leur expliquant que de toute façon, voilà. J'ai eu un oncle qui est parti en 1940 combattre avec la RAF et les troupes anglaises contre l'Allemagne, et il avait 25 ans, il était gaulliste. J'ai un autre oncle qui a combattu dans les troupes de Tassigny, etc. Donc toute ma famille ne s'est jamais posé la question. Et aujourd'hui, c'est vrai que les questions d'identité, elles sont fondamentales, et c'est vrai que la revendication identitaire corse, elle est légitime. Et donc, comment, je ne dis pas se réconcilier, comment se comprendre? Eh bien oui, je pense que la compréhension, elle est mutuelle, elle est possible. Elle est possible à partir du moment où les Français comprennent ce qu'est la Corse. Les Français ont intérêt à comprendre ce qu'est la Corse. Plus ils comprendront ce qu'est la Corse, plus ils comprendront ce qu'est être français. Parce que la France s'est construite sur ce qu'on appelle en philosophie une aporie. Cette aporie, c'est une sorte de négation, de mise entre parenthèses des communautés spécifiques, régionales, locales. Ça a été une tendance lourde de l'État français, ce n'est pas contestable. Alors, pour que le dialogue ait lieu, je dois dire que personnellement, je n'ai pas vraiment confiance dans les nationalistes de l'exécutif de Bastia, mais lorsqu'il y a eu la rencontre Macron-Darmanin et eux en septembre l'année dernière, et que la Corse a été définie comme une communauté linguistique, culturelle, qui a un rapport particulier à la terre, communauté historique, linguistique, culturelle, qui a un rapport particulier à la terre, j'ai pas d'objection. Oui, c'est vrai. On peut définir au minimum ce que vous, les nationalistes, appelez le peuple corse comme cela. De toute façon, il n'y a de peuple corse, si on veut être rigoureux avec les mots, que
en définissant un peuple à partir d'une origine ethnique et culturelle. Il n'y a pas de communauté de destin où on agglomère les gens les uns avec les autres. Il y a 45 000 Marocains en France, j'ai aucune hostilité envers eux, mais en Corse, oui, 45 000 en Corse, effectivement, si les proportions étaient identiques, il y aurait environ 6 millions de Marocains en France. Donc 45 000, c'est énorme sur le plan des proportions, mais souvenez-vous de la déclaration d'Hassan II chez Anne Sinclair il y a une trentaine d'années, qui a dit « un Marocain qui devient français, ce sera un mauvais Français ». Donc ces gens-là, ils ont une conscience identitaire. C'est une forme de paternalisme et de mépris de considérer que « ah ben ils deviendront, là où vous allez, vous devenez ». Ben non, dites à un Kurde qu'il va habiter là et qu'il cesse d'être kurde, mais vous allez le choquer. J'étais à Marseille il y a un mois, où je faisais un reportage sur le narcotrafic dans le 14e arrondissement. J'ai rencontré des gens de la rue. Il y a eu un règlement de compte, un petit jeune qui a été abattu, donc j'ai interviewé un peu les gens. J'ai rencontré des Kurdes. Figurez-vous qu'il y a une communauté kurde à Marseille. Et je leur dis, mais ça y est, les Kurdes, je leur demande, vous, Kurdes, il y a aussi une communauté turque, comment est-ce que vous faites pour vous entendre les uns les autres? Parce qu'à Lyon, il y a une très forte communauté turque et ça barde entre les Turcs et les Kurdes, notamment dans certains endroits de France. Je lui dis, mais moi, bêtement, je lui dis, moi, Kurde, Turc, vous, ensemble, si je vous vois ensemble, je ne vous reconnais pas. Il me dit, mais vous mettez 50 Turcs et un Kurde, moi, je reconnais tout de suite qui est kurde. Même physiquement. C'est comme cela. Donc, ce que je définis dans mon livre, la notion d'identité, c'est l'identité, c'est ce qui en nous vient de plus loin que nous. Je suis anti-constructiviste. Je suis pour la liberté, nous sommes libres. Si vous êtes corse et que vous détestez la Corse, c'est la Corse. Si vous détestez cette part de vous-même qui est corse, vous avez le droit. Vous avez des juifs qui ne veulent rien entendre de leur judéité ou de leurs origines. Vous avez des gens, des Français de souche, beaucoup, qui détestent la France et qui se détestent entre Français. Vous avez le droit de renier une partie de vous-même ou de la mettre entre parenthèses. Vous n'avez pas le droit de nier son existence. Voilà. Et donc, l'identité, c'est ce qui, en nous, vient de plus loin que nous. Donc, je conclus. L'idée qu'il puisse y avoir à nouveau un rapport paisible entre Corse et Français, c'est l'idée que je défends. Personnellement, je ne connais pas la langue corse, mais je me considère comme corse profondément, parce que je pense que le caractère qui a des hérédités spirituelles, je crois profondément aux hérédités spirituelles, elles sont plus fortes que nous. Ça fait 25 ans que je pige dans le groupe Le Figaro. Et bien là-bas, les gens qui m'aiment bien, dans l'ensemble, ils m'appellent le Corse, parce qu'ils ont projeté sur moi une imagerie, alors que si je vais dans certains milieux nationalistes corses, on va me considérer comme un impinsudache. Donc, en fait, il y a une part subjective, nous projetons sur les autres. Mais on ne projette pas à partir de rien. Nous avons sûrement un certain nombre de traits de caractère, ou de traits spirituels, qui sont reconnaissables, que nous avons en commun, aussi avec les Sardes, avec d'autres peuples de la Méditerranée, mais il y a quelque chose en nous de fort, cette idée de la famille, cette idée du caractère sacré de la famille, cette idée du clan. Il y a des mécanismes chez nous qui existent, notamment des défenses immunitaires, on l'a vu avec les voyous et avec les gens qui essayent d'introduire de la drogue, ou qui essayent de dominer certains quartiers. Quand je vois à Marseille, que je connais bien parce que j'y suis né, les gens sont passifs, ils sont soumis au trafic. Et c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais en Corse, le trafic est en train de se développer, mais il y a encore des réactions immunitaires. Et je pense que ça fait partie aussi de notre tempérament. Nous avons un tempérament, entre guillemets, un peu belliqueux, qui a des côtés négatifs, mais qui a aussi des côtés positifs. Et il faut prendre les deux. Donc, ma conclusion, elle est la suivante. La France connaît une crise existentielle terrible. La montée du Rassemblement national n'était pas du tout imprévisible. Elle était totalement prévisible, et ce que je pense, c'est que ce parti va continuer à progresser. Parce qu'il y a aujourd'hui un phénomène qui est stupéfiant en France, qui est une forme de dégénérescence politique. Quand vous voyez dans la représentation nationale française des gens comme Bompard, Elissa Soudé, Bono. Jamais la représentation politique française n'était tombée si bas.
Jamais. Moi, j'étais aux Jeunesses communistes quand j'avais 15 ans. Je peux vous dire que Georges Marchais, c'était un phénix à côté de ces gens-là. Et il était autrement digne et autrement respectable dans sa rhétorique que tous ces gens-là. Donc ces gens-là, ils expriment une sorte de dégénérescence politique. Et sociétale. Et ce qui est gravissime, c'est gravissime pour la France. Et c'est gravissime pour nous. Parce que quand je parle de la France, je ne parle pas des contemporains, je ne parle pas de ces gens qui sont, entre guillemets, excusez, c'est très violent ce que je vais dire, à mes yeux, des dégénérés. Je parle de la France historique. Nous avons une communauté de destin avec un pays qui a été un grand pays, une très grande culture, une très grande langue dont nous profitons encore aujourd'hui. Donc, ce serait amputer les Corses que de renier toute cette part d'eux-mêmes. Du côté des Français, dont je suis, puisque je suis français et corse, donc du côté des Français, la reconnaissance des identités régionales doit être totale. La nation, c'est un composé de régions. C'est un composé de régions. Et les régions, ce sont des petits peuples qui ont le droit à l'existence et ont le droit à la reconnaissance. Ça n'a rien à voir avec un problème colonial. Et je pense que nous allons y aller vers ça. Je sais que les gens comme Marion Maréchal, Zemmour, ils sont totalement acquis à cette idée de reconnaissance d'identité. Chez Le Pen, de toute façon, elle a un culte en histoire, elle est assez limitée, elle a un culte en histoire, mais je pense qu'il y a des gens... Et en fait, les problèmes idéologiques, c'est aussi des problèmes de culture. Vous avez une culture, vous baignez dans une culture. Si vous baignez dans une culture marxiste, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Si vous baignez dans une culture jacobino-bonapartiste, vous ne pouvez pas ressentir certaines choses. Et je pense qu'effectivement, il y avait dans la droite maurassienne, radicale, François Pietri, des gens comme ça, même s'ils ont commis des erreurs avec l'antisémitisme, pas François Pietri, mais les maurassiens, il y avait cette connaissance de ce que Maurras appelait le pays réel, mais c'est une expression de Victor Hugo. Victor Hugo, le pays réel, Édouard Herriot, les 43 qui ont fait la France. Donc aujourd'hui, il y a un blocage. La France est un pays complètement névrosé qui a besoin d'une psychanalyse de masse, et les médias, les institutions sont encore dominées par des gens qui ne veulent rien entendre, qui sont butés, qui ont des biais cognitifs et qui considèrent les gens comme nous comme quasiment des, comme vous savez, le philosophe Léo-Strauss, reductio ad Hitlerum. Nous sommes des Hitlériens virtuels. Voilà. Donc, en fait, la compréhension, elle aura lieu quand il y aura une vraie connaissance de l'histoire de la Corse par les Français, et c'est pas, ça commence, mais c'est difficile. C'est ce que j'essaye de faire avec mon histoire de la Corse française, parce qu'ils n'y comprennent rien. Et c'est vrai qu'on ne les aide pas toujours, parce qu'on est des gens assez compliqués, mais aussi parce qu'ils ont ce tropisme encore très fort, selon quoi les régions, c'est subsidiaire, c'est pas important. Non, c'est pas vrai. Dans mon livre, j'énumère tous les grands écrivains français, et où tous sont liés à une expérience régionale, à une expérience, même Chateaubriand avec la Bretagne, Giono avec la Provence, Henri Bosco avec la Provence, beaucoup d'écrivains, Henri Pourrat avec l'Auvergne, tous les grands écrivains français, Balzac avec la Touraine, tous les grands écrivains français, bien sûr Mistral, tous les grands écrivains français ont un lien avec un pays, Pagnol avec Marseille, avec une terre. Ça n'existe pas. Et donc, notre idée de la France citoyenne, moi personnellement, j'ai rencontré des Allemands, j'ai rencontré des Anglais, j'ai rencontré des Italiens, des citoyens allemands, des citoyens anglais, des citoyens italiens, j'en ai jamais rencontré. Donc nous avons cette idée, nous, les Français, que nous avons déposé le modèle de l'homme universel, le citoyen. C'est cette idée qui est en train de partir en lambeaux aujourd'hui. Et c'est un traumatisme pour les élites françaises. Parce que tous ces gens sont paumés, que ce soit un Barnier, que ce soit un Macron, ils sont paumés. Quand ils vont à Marseille, quand ils voient des femmes qui se voilent, j'étais à Marseille, elles ont toutes soit le voile, soit le foulard. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas un phénomène. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les valeurs de la République. Voilà. Donc, il y a véritablement un double mouvement que je salue. Le mouvement de Battigny, c'est un mouvement qu'il faut saluer parce qu'il est en train de faire exploser une certaine imposture idéologique qui est celle des nationalistes de gauche encore depuis 50 ans. Et à droite, la droite française va réussir peut-être à décrasser l'espèce de sous-culture politique qui domine encore la France, qui est de croire que les valeurs républicaines résolvent tous les problèmes. Je vais vous raconter, si je termine là-dessus, c'est une petite anecdote. Donc j'étais dans les quartiers un peu chauds à Marseille, et je raconte ça à une amie marseillaise qui n'y va jamais, hein, mais qui est de gauche.
et qui vit dans les quartiers résidentiels de Bois-Luzy. Et je lui raconte toutes mes aventures. Elle est de gauche, Grand Orient de France, etc. Et une fille très intelligente. Et je lui raconte ce que j'ai rencontré, des Arabes, des Maghrébins qui me disent « Mais qu'est-ce que fait l'État? Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas la police ?» Et elle me dit « Oui, c'est intéressant ce que tu racontes. » Ben oui, ces quartiers, ce sont des laboratoires de la République. Voilà comment sont ces gens. Voilà comment. Des laboratoires. Alors nous, les Corses, nous n'avons pas envie d'être des animaux de laboratoire. Voilà. Donc ma conclusion, c'est qu'effectivement, il y a un progrès aujourd'hui grâce à Palatino en Corse, et grâce à une certaine droite qui réfléchit en France, il y a un progrès de la compréhension, il y a un progrès de la reconnaissance mutuelle, et l'idée, c'est qu'il existe que l'idée, c'est que la Corse soit la plus libre possible, dans un cadre qui reste malgré tout le cadre français et le cadre européen. L'idée, c'est de reconnaître qu'il existe entre nos peuples et entre nos groupes humains, entre nos communautés, une communauté de destin. Voilà. J'avais une remarque à faire, c'est que quant à la filiation idéologique commune qui peut exister entre une partie du nationalisme français, je dis une partie parce qu'il est divers, et il y a même des tendances qui sont totalement contradictoires. Oui. Au nationalisme français. Il y en a plusieurs de nationalismes. Bien sûr. Renan, Péguy, Barès, Maurras, c'est toute une litanie. Hein. Comme il y a plusieurs nationalismes corses. Voilà. Et nous en sommes la preuve. Et j'avais, en travaillant sur un livre, c'est des travaux qui m'unissent en sentiment avec Jean-Pierre Paul, et qui sera notre conférencier, l'un de nos conférenciers cet après-midi, qui avait travaillé et publié un excellent livre, Autonomiste corse et irrédentisme fasciste, sur Amouvre, donc le premier nationalisme corse qui s'est structuré dans les années 20. En étudiant le sujet, donc j'ai dédié mon mémoire et je prépare des publications sur ça, j'avais relevé quelque chose que je ne savais absolument pas, c'est la filiation mistralienne profonde que partage la pensée de Maurras, qui était un disciple de Mistral, qui l'a connu, qui a écrit des lettres, qui lui a écrit des lettres, mais des lettres quasiment d'amour. Et Maurras, qui était un Provençal, qui était un défenseur qui a écrit un livre, La Provence et la Corse. Absolument. Et qui était un membre du Félibre, donc de Mistral, qui était le premier régionalisme, qui était parfaitement anti-républicain, catholique, grand prix Nobel reconnu à l'époque, dans une époque où la France reconnaissait pleinement, et en particulier la France de droite, mais la France de droite monarchiste. Oui. Précisément par opposition au républicanisme, qui était une idéologie parisienne, anti-régionale. Oui. Et en même temps qu'anti-régionale, anti-chrétienne. Oui. Parce que la région et la langue de la région... les attardés, les ringards, en fait. Et la tradition de la région, c'était aussi le catholicisme, le catholicisme populaire, dont parle Buisson, qui est mort, qui a disparu, pas Buisson aussi, oui c'est vrai, mais le catholicisme populaire, j'entends, qui a été complètement balayé, sauf en Corse. Sauf en Corse. Où il existe encore, et il est très prégnant. Donc la pensée de Mistral, qui irriguait totalement la pensée de Maurras, donc la volonté de revenir aux identités charnelles, avec un pouvoir royal qui n'agit que lorsque c'est strictement nécessaire et qui laisse toute liberté aux communes, qui laisse toute liberté aux régions, etc. Et c'est la même filiation idéologique qu'on retrouve dans Amouvre, qui, Amouvre, rien que le fait de lire la totalité des articles entre 1920 et 1925, on retrouve Mistral dans quasiment tous les numéros, et qui est cité sans arrêt, des citations de Mistral du genre qui revient souvent, Cécile d'ailleurs, du genre de « pour relever notre pauvre patrie, il s'agit de relever ce qui produit des patriotes, la vieille langue du pays, les traditions et la religion », voilà, globalement. Donc le nationalisme corse qui se structure dans les années 20, il est totalement semblable de ce point de vue avec la pensée maurassienne. Voilà. Et nous les Corses, on a quand même beaucoup de chance, parce que le provençal, il a disparu. Hein. Qui parle provençal encore? Je voudrais juste ajouter une chose à l'excellente intervention de Nicolas, c'est que Mistral a eu le prix Nobel de littérature, alors qu'il n'écrivait, en tant que français, alors qu'il n'écrivait pas du tout en français. Il écrivait en provençal. En quelle année il a eu le prix Nobel? Dans les années 30. Incroyable, on l'a oublié, vous avez raison.
Non, mais il était totalement reconnu. Totalement. Chevalier des arts et des lettres. Ouais, totalement. Il était Mistral, il y a eu un phénomène incroyable. Mais qui le lit aujourd'hui pratiquement? Ben voilà, c'est ça qui est dramatique. On pourrait méditer une phrase de Charles Maurras que tout le monde a oublié, qui définit l'anarchie comme l'anarchie au sens Moins un. du terme plus un. Plus un, excusez-moi. L'anarchie plus un, exactement, oui. Oui, absolument. Non, mais oui, c'est terrifiant de voir que le provençal, voilà, moi j'adore la Provence. Hein. Alors ce qui est intéressant chez Maurras, c'est qu'il fait la Provence, la Corse, c'est le même univers de civilisation. Parce qu'en fait, le nationalisme, qu'est-ce que c'est la légitimité du nationalisme? C'est un mot qui est devenu négatif. Bon, c'est vrai. D'abord, c'est débile. Les gens qui disent entre patriotisme et nationalisme, ça n'a rien à voir. C'est pas vrai. Le nationalisme, c'est un patriotisme de combat. C'est Mitterrand Mitterrand qui est un ex-nationaliste français. En Mitterrand, il était croix de feu. Le nationalisme, c'est la guerre. C'est l'imposture totale. Hein, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que c'est la légitimité du nationalisme? Le nationalisme a deux légitimités. D'abord, il a une légitimité intellectuelle et morale dès lors qu'il y a une dimension civilisationnelle et qui ne se réduit pas simplement à une idolâtrie de la race ou de l'ethnie. C'est la grande différence avec le nationalisme allemand. Enfin, vous connaissez tous ces débats. J'ai relu, je le cite dans mon livre, j'ai relu l'encyclique Brennan der Sorge du Vatican en 1937 avec une brûlante inquiétude contre le nazisme allemand. Et ce qui est incroyable, c'est que la dénonciation du nazisme allemand par l'Église catholique n'empêche pas que le pape considère les notions de race, de nation, de peuple et de communauté ethnique comme honorables. Je vous jure, le terme honorable, si vous lisez, vous le voyez. Donc, le nationalisme a un sens civilisationnel. Et en fait, le nationalisme français, dans toutes ses nuances et ses ambiguïtés, et le nationalisme corse, dans le sens que vous défendez vous, ils ont un tronc commun, ils ont quelque chose en commun. Ils défendent quand même une civilisation, des héritages qui proviennent, on peut dire, du monde latin. Donc c'est quand même, les Français, nous sommes des Latins et des Gaulois, mais nous sommes quand même des Latins. Notre culture, c'est Rome, elle provient de Rome, comme les Corses. Donc il y a un tronc commun. Et puis il y a une deuxième raison qui font qu'un patriotisme, un nationalisme, c'est un patriotisme de guerre. C'est lorsque vous avez des forces coalisées à l'extérieur ou à l'intérieur qui veulent liquider, tuer, ce qui fait votre identité profonde, votre raison d'être. Et aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, l'ennemi, il n'est pas extérieur. Bon, bien sûr, c'est la communauté européenne qui, effectivement, qui considère que les peuples, les nations, c'est ringard. Mais on a en France, et c'est la spécificité de la France, une anti-France. Mais depuis toujours, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, où la gauche était républicaine et elle était patriote pendant la Première Guerre mondiale, et la révolution soviétique a créé cet internationalisme qui fait qu'aujourd'hui, vous continuez à avoir des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de raison d'être français, que ça signifie rien. C'est une forme de négationnisme historique. Donc là, une certaine forme de nationalisme, il est justifié. Voilà. Et donc, je voulais conclure là-dessus. Et donc, effectivement, nous sommes des communautés de destin à l'échelle de l'Europe et notamment du monde latin. Voilà. J'ai apporté quelques exemplaires de mon ouvrage. Je me permettrai éventuellement de vous le montrer, parce que autant mes autres ouvrages sur la Corse ont été très facilement diffusés en Corse par la librairie L'Alma à Papy, j'ai ressenti une très forte réticence. Et d'ailleurs, vous allez peut-être la ressentir aussi quand vous allez publier votre livre chez Jean-Cyril Godefroy. C'est que c'est un éditeur qui est marqué. Et alors, je ne sais pas si les libraires connaissent, mais en fait, ils doivent aussi, les libraires, subir peut-être des pressions de l'extérieur, comme tu m'as raconté toi-même, à propos de la librairie Papy. Donc en fait, je me permettrai de vous le montrer, et voilà, si vous voulez. Oui. Une question un petit peu, l'observation, une question un petit peu abrupte. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec la France? Alors moi, j'ai longtemps été un nationaliste français. J'écris actuellement une histoire politique de la France chez Ellipse. Ellipse? Ah ben Ellipse, c'est très bien. Voilà, et j'ai écrit une question internationale chez Ellipse. Et plus j'étudie l'histoire de France, notamment depuis la Révolution, plus je me dis que la France est devenue, il y a 230 ans, 30 ans,
un objet politique génétiquement modifié. C'est juste. Ou un mutant. On a affaire en fait à un pays qui est devenu un mutant de ce qu'il a été pendant 2 millénaires. Ouais, c'est ça. J'apprends plus. Moi, Un laboratoire. On a assisté aux Jeux Olympiques Oui. à un national français débridé, à un tel point que moi, le drapeau tricolore commence à devenir urticaire. Je vous le dis ouvertement. Véritablement. Parce que quand on voit France 2 et le service public audiovisuel, quand on sait où ils penchent, les voir exprimer un tel nationalisme débridé n'est pas innocent. Ils célèbrent en effet une équipe de France olympique qui est tous française d'origine, c'est ce qui leur plaît. Le jeune marchand, le nageur, qui pourtant a eu des promesses qu'on passe au-dessus des autres, eh bien, par rapport à Riner, à d'autres, etc., il passe en dessous. En plus, il est, je pense, poétiquement incorrect, puisqu'il n'a pas voulu aller. Mais quand on voit en effet, on se pose la question, quel est aujourd'hui le seul parti qui a France dans sa titulature? C'est la France insoumise. Et j'ai été, quand vous écoutez Boucheron, le pseudo-historien, que je connais qui bien, a écrit le défi évoquiste immonde, Boucheron, lui, déconstruit l'histoire de France. Il a pondu un bouquin, mais alors, d'une ineptie historique qui s'appelle L'histoire mondiale de la France, qui montre que pratiquement, depuis qu'on a érigé des dolmens en France, on a une idée mondialiste de la France. Oui, c'est ça. C'est une connerie historique monumentale, et ce type est au Collège de France, fondé par, il y a plusieurs personnalités du Collège de France qui doivent se retourner dans leur tombe. Vous dites que la France est un projet politique, et Mélenchon vous répète que la France est un projet politique. En fait, nous subissons ce qu'est la France depuis 30 ans. La France et les États-Unis ont, à mon avis, cette similitude tout à fait néfaste d'être des pays qui sont, depuis aujourd'hui, arrivés à la fin de leur propre logique. L'immigration aujourd'hui en France sans limite, c'est la logique de la Révolution française. Mélenchon vous dit que la Révolution française, elle avait promis que quiconque arrivait sur le sol français était français. En fait, aujourd'hui, l'idéologie assimilationniste jacobine est en train de se fourrer sur quelque chose qui s'appelle l'islam. Il faut dire que l'islam, pour avoir enseigné 10 ans à Beyrouth, entre autres, je sais ce que c'est que l'islam, et qu'aujourd'hui l'islam n'est solide dans rien du tout. Je peux vous dire une chose, ça corrode toutes les nations, les hommes, les femmes, etc. C'est quelque chose, c'est l'objet subversif le plus important qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. En fait, nous avons un problème, je crois, avec la France depuis qu'elle existe depuis 230 ans. Je crois même que le patriotisme débridé qui est né avec la Révolution française, qui nous amène ces catastrophes de la Première Guerre mondiale, quelqu'un comme Clémenceau, qui est un acharné de la guerre, qui ensuite construit un monde improbable dans les années 20 et 30 et qui nous mène à une deuxième catastrophe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre en... Moi, j'en remets en cause, même j'en ai remis en cause le nationalisme français et même la France. Alors, je vais citer un historien sulfureux, je ne sais pas s'il a raison, etc., c'est Drieux-La Rochelle. Drieux-La Rochelle disait en effet que la France était selon lui un problème parce que c'était un vecteur de mondialisme et de cosmopolitisme. Il se reconnaissait comme fasciste, comme européen essentiellement, fasciste, socialiste, européen. Il disait que la France faisait un problème. Alors, je n'appuie pas totalement Drieux-La Rochelle, ni ses choix, ni ses écrits, mais je me demande si nous n'avons pas un problème final avec la France, si la France, telle qu'elle défile depuis 230 ans, arrive à la fin de sa logique. On voit les États-Unis aujourd'hui sont un pays en pleine capillotage, en plein affrontement, sauf que les États-Unis ont une chance, c'est que leurs minorités ne sont pas musulmanes. Ou du moins, elles sont encore, les minorités musulmanes, c'est 4 à 5% du pays. C'est pas 15 à 20% en France, parce qu'il y a beaucoup plus de musulmans qu'on pense en France. Il suffit de prendre. Les musulmans sont, à mon avis, entre 15 et 20%. Facilement en France, ils sont majoritaires dans certains départements, comme la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne, et on passe de l'être dans les Bouches-du-Rhône. Alors, je reviens à cette histoire, il y a un livre fondamental qui s'appelle Les deux patries de Jean de Villeray. Jean de Villeray dit en effet, ici notamment la Roche-Jacquelin, les Jurons, nous, notre patrie, elle est attachée à nos bottes, elle est dans nos terres depuis plusieurs millénaires. La leur n'a été qu'inventée dans et je pense que finalement nous n'avons pas aujourd'hui un problème de la France, parce que moi aujourd'hui, nationaliste français, j'en suis au plan culturel et personnel dans une démarche de séparatisme culturel et historique avec la France. Bon, alors, je comprends, j'admets cet argument. Le gros problème de la France, c'est un problème, c'est sa relation universelle. C'est Paul Valéry qui disait les Français ont une particularité, ils se croient le Français a une particularité, comme particularité de se croire universel. C'est une névrose. En psychanalyse ou en psychiatrie, on appelle ça une névrose narcissique. C'est une névrose.
c'est un paradoxe, c'est-à-dire c'est une négation, c'est une double négation. Une négation de ses origines, une négation de sa propre généalogie et une négation de l'identité des peuples que l'on prétend englober. Ma restriction par rapport à vous, c'est que je pense que, alors je sais que vous n'aimez pas De Gaulle à cause de l'Algérie, etc., mais je pense que De Gaulle a été le dernier nationaliste, entre guillemets, français, au sens où il a été le dernier à essayer de maintenir cette relation entre une France, une identité historique, une continuité historique de la France, et une certaine vision de l'universel. Sauf que De Gaulle considérait que l'universel comme une puissance de rayonnement, pas une puissance d'englobement. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui est dramatique, c'est la bêtise de ces gens qui vous disent, qui croient, que plus il y a d'étrangers en France, et plus la France est universelle. C'est-à-dire que ce que nous avons connu, un universalisme de projection à travers l'Empire, qui était un universalisme de projection. La France a porté ses lumières ineffables au peuple colonisé. C'est aujourd'hui nous qui sommes colonisés par des gens au nom d'une certaine multiculturalité. Et le drame, c'est que nous avons une classe politique qui est nulle sur ces questions-là. Le meilleur dans ce domaine, c'était quelqu'un comme Chirac, qui était extraordinaire, qui lorsqu'il allait en Chine ou au Japon, venait nous expliquer que c'était extraordinaire le bouddhisme, le sumo, etc., que nous n'avons rien, qu'au fond nous n'avons rien de supérieur à tous ces gens, et qu'une fois qu'il était à Paris, nous expliquait que nos valeurs républicaines étaient évidemment universelles. Donc la contradiction de la gauche, elle est en train d'en mourir, puisque vous avez d'un côté les républicains universalistes, Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, etc., et de l'autre les multiculturalistes, comme Mélenchon, parce qu'il finalement il s'est converti à une certaine forme de multiculturalisme. La gauche va exploser, elle va mourir de ça, elle est en train de mourir de ça. Si elle ne meurt pas plus vite, c'est parce qu'elle a un pouvoir institutionnel qui est phénoménal. Moi je sais en tant que journaliste que par exemple le pouvoir d'un journal comme Le Monde, le pouvoir d'un journal rikiki qui n'a plus de lecteurs comme Libération, c'est phénoménal. Ce sont des journaux qui n'ont plus de lecteurs, je prends ça Libération, qui sont cafés de subventions, mais qui sont partout dans les institutions et qui forment les jeunes journalistes au centre de formation des journalistes. Donc la France est un pays qui, à certains égards, est comparable à l'URSS à la veille de son effondrement. C'est-à-dire un pays schizophrène, où les gens vous disent « oui, moi mes enfants, je les mets dans telle école », des gens qui votent Raphaël Glucksmann, et qui vous avouent, sans mauvaise conscience, qu'ils mettent leur enfant dans une école catholique pour éviter la cohabitation avec les jeunes maghrébins. Et c'est quasiment, ils vous le disent. Et ensuite, ils vous font la morale parce que vous ne votez pas pour Raphaël Glucksmann. Donc ce pays est malade. Il souffre d'une maladie là-dessus sur le diagnostic, je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est français malgré tout parce qu'on doit beaucoup à une histoire, à une culture, à une langue. Et donc il ne s'agit pas d'être patriote au sens où des Jeux Olympiques, où c'était un peu ridicule, toutes ces démonstrations, mais c'est des compensations. Vous savez, moi j'ai connu la France, j'avais 10 ans en 1970, l'équipe de France était nulle, elle n'était jamais qualifiée à la Coupe du Monde, elle n'a pas été qualifiée en 70, elle n'a pas été qualifiée en 60, voilà, elle n'était pas qualifiée, en 74 elle n'était pas qualifiée, c'était Georges Boulogne qui dirigeait l'équipe de France, mais on n'en faisait pas un drame national, parce que la France était le premier pays d'Europe. On avait d'autres sujets de satisfaction. Quand vous voyez l'hystérie, le fanatisme sportif, alors les gens saluent ça, mais c'est plutôt malsain. C'est plutôt les pays en voie de sous-développement où tout d'un coup, on fait d'un Mbappé ou de je ne sais plus qui un dieu vivant, comme l'était Pelé au Brésil. Et plus un pays décline, plus il lui faut des compensations symboliques. La France est un pays qui décline, comme l'Allemagne d'ailleurs, qui est en très mauvaise situation. Et elle a besoin de compensations symboliques. Et moi, j'ai vu autour de moi des gens qui sont absolument pas patriotes ni nationalistes vibrer pour les victoires de Marchand, de Sy, de Riner, etc. Mais Riner, quand il est allé en Guadeloupe, il avait le drapeau guadeloupéen, et c'est en tant que Guadeloupéen qu'il a été... voilà. Donc, alors, est-ce que nous sommes, nous, des futurs Kanaks et des futurs Guadeloupéens? Non, je ne le souhaite pas. Moi, quand je dis qu'il faut qu'on admette une communauté de destin entre la France et la Corse, je parle de la France digne de ce nom. Je ne parle pas de l'idéologie qui est celle des ministères, je parle de la France historique. Et de même, je parle aussi de la Corse historique, parce que la Corse n'est pas non plus dans très bonne santé. Vous le savez bien, elle est en très mauvaise santé, et elle a devant elle notamment un avenir démographique qui est sombre. Voilà.